Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous, Marie-Justine Diogo à la technique, Maria Macham devant ce micro. Le faux dans l'info s'intéresse ce mois-ci au système d'abonnement pour authentifier des comptes Facebook et Instagram, et cela grâce à une carte d'identité. Notre invité est consultant, formateur en médias numériques, également directeur associé de Simtech Media. Il s'agit de Muntaga Cissé. Le faux dans l'info, décryptage. Muntaga Cissé, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes consultant formateur en médias numériques. Vous êtes également directeur associé de Simtech Media. Alors, quelle est l'utilité d'authentifier un compte sur les réseaux sociaux? Alors, aujourd'hui, il est très important d'authentifier son compte dans la mesure où, si l'on regarde les réseaux sociaux de façon globale, on a pratiquement 3 milliards d'utilisateurs, ce qui fait qu'il est très difficile de personnaliser et de personnifier les comptes. Donc, le fait de l'authentifier, c'est de dire à ce réseau social-là que c'est véritablement le Muntaga Cissé qui se présente comme étant Muntaga Cissé qui est derrière ce compte-là. Et pour l'authentifier, il va falloir donner un certain nombre de garanties, comme par exemple une carte nationale d'identité, en tout cas une pièce d'identification gouvernementale, comme il est dit sur les plateformes, qui permettent de véritablement dire que c'est bien la personne qui se réclame être donc derrière ce compte-là qui l'est vraiment. Alors, on a vu que Twitter a procédé de la même manière. Mais Twitter demande aussi un abonnement financier. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à la même méthodologie pour d'autres réseaux sociaux? La fonctionnalité de Twitter est là derrière un soubassement financier, je dirais, parce que bon, le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, qu'il a racheté il y a à peu près un an, lui, son objectif dès le départ, c'est de rentabiliser la plateforme qui était plus ou moins déficitaire, en tout cas qui ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et donc, dès qu'il est venu, il a dit il va gratter un peu partout. À chaque fois qu'il en a l'occasion, il le fera. Et donc, le système d'abonnement de Twitter ne repose pas sur l'authentification des comptes proprement dit, comme ce sera le cas pour Facebook, on en parlera. Pour Twitter, l'objectif, c'est de gagner de l'argent, de dire à ceux qui veulent avoir des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, l'abonnement sur Twitter vous permet d'écrire un texte un peu plus long qui va plus se limiter aux 280 caractères qui sont permis pour les autres utilisateurs, d'avoir un support plus rapide, d'avoir une facilité d'utilisation de la plateforme. Par exemple, il y aura moins de publicité, vous avez une priorité sur le fil d'actualité. Donc, il y a un ensemble d'éléments, et j'oubliais aussi la possibilité d'éditer son tweet, de le modifier, ce qui n'est pas le cas pour un utilisateur lambda. Alors que pour les autres plateformes comme Facebook, l'objectif, c'est de rendre plus sécure, en tout cas, donner plus de garanties à ceux qui acceptent de payer pour justement authentifier leur compte. Facebook met en avant la sécurité pour pouvoir lancer justement ce projet de système d'authentification des comptes. Alors pour l'instant, il s'agit vraiment d'une phase test qui a été lancée en Australie pour l'instant, pour voir ce que ça va donner. Mais Facebook demande une pièce d'identité justement pour authentifier les futurs comptes Facebook, Instagram, etc. Alors qu'en est-il de la protection des données personnelles? Parce que sur une pièce d'identité, on a vos noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook ne le demande pas seulement à ceux qui demandent de vérifier, d'authentifier leur compte. Il arrive souvent pour certains utilisateurs que Facebook leur demande cette pièce d'identité lorsque le compte est signalé ou bloqué et qu'ils ont envie de le réactiver. Donc, ce n'est pas une première que Facebook demande ces informations-là. Ensuite, on se dit, peut-être que Facebook nous demande formellement notre pièce d'identité, mais il en sait tellement sur nous que toutes les informations qui sont sur notre pièce d'identité, il les a déjà, le nom, la date de naissance, parfois même les noms des parents, le lieu de naissance, la géolocalisation, le centre d'intérêt, plus qu'il y en a même sur la pièce d'identité. Maintenant, après... Parce que nous partageons justement ces informations de manière libre. Voilà, ce sont réseaux. les conditions générales d'utilisation. Nous sommes soit obligés de les accepter pour bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par ces plateformes-là, sinon nous allons avoir une utilisation réduite. Maintenant, après...
pour ce qui est de la protection des données à caractère personnel, il s'agira aux régulateurs, si je donne l'exemple de l'Europe avec le RGPD, le règlement sur la protection des données à caractère personnel, qui a été d'ailleurs durci ces derniers jours avec la Commission européenne, pour dire tout simplement que ce sera aux régulateurs d'avoir un œil très critique, en tout cas d'être très vigilant sur l'utilisation et le stockage de ces données et aussi la finalité de ces données. Parce que ces données-là peuvent être demandées par Facebook, par exemple, pour authentifier mon compte, mais une fois l'authentification faite, est-ce que l'information sur ma pièce d'identité sera stockée ad vitam aeternam? Est-ce qu'elle sera détruite après? Où est-ce qu'elle sera stockée? Qui aura accès à ces données-là? Ce sont des questions qui méritent d'être posées par les régulateurs, non seulement européens, mais aussi africains, pourquoi pas. Mais justement, les Européens, ils ont pris les devants, si je peux le dire ainsi, puisqu'ils n'ont même pas pris les devants, puisque quand même il y a eu des précédents qui les ont poussés à se réorganiser pour pouvoir justement avoir un contrôle sur ce que Meta, Twitter et TikTok font en Europe. Mais aujourd'hui en Afrique, on voit que quand même il y a un vide juridique qui est là. Et puis est-ce que nos États ont suffisamment de moyens, de pression pour pouvoir faire face à ces mastodontes? Alors, moi, je dirais plus moyen et volonté que vide juridique, parce que dans certains pays, quand même, il y a des lois. Si je donne l'exemple du Sénégal, avec la loi 2012 du 25 janvier 2008 portant protection des données à caractère personnel, c'est une loi qui encadre tout cela. Il y a une loi sur les transactions électroniques. Donc, au Sénégal, nous avons un arsenal juridique sur ça, ce qui est même le cas sur pas mal d'autres secteurs. Au Sénégal, nous avons pas mal de lois qui régissent pas mal de secteurs, mais c'est leur applicabilité qui pose problème. Mais aussi l'aspect régional, parce qu'un seul pays, le Sénégal, n'a pas la force pour s'attaquer à des multinationales comme Facebook, comme Twitter, comme TikTok. Si par exemple il y a une organisation régionale comme l'Union africaine ou bien plus proche de chez nous avec la CEDEAO, peut-être qu'on aurait pu avoir une voie autorisée avec une force de frappe d'un certain nombre de pays, mais le Sénégal à lui seul ou bien la Côte d'Ivoire à elle seule ou le Mali, ou en tout cas les pays africains de façon séparée ne peuvent pas s'attaquer directement à ces plateformes-là, à moins que ce soit un pays comme le Nigeria qui a eu à le faire avec Twitter lorsque le compte du président Buhari avait été suspendu. Mais le Nigeria et l'Afrique du Sud sont différents quand même des autres pays africains, il faut le reconnaître. Et en général, sont très en avance, en tout cas sur tout ce qui est nouvelles technologies. Ouais. Mais je reviens à ma question sur la protection des données personnelles. Vous nous avez donné l'exemple de l'Europe qui a durci justement sa réglementation. Vous nous avez parlé un peu du Sénégal qui a quand même un arsenal juridique, même si l'application pose problème. Vous nous avez parlé du Nigeria, de l'Afrique du Sud, entre autres. Mais pour nous qui sommes ici au Sénégal, si demain Facebook passe de sa phase test à une phase d'application généralisée pour authentifier les comptes Facebook, Instagram, etc. et demande à chaque Sénégalais, à chaque Africain de montrer sa pièce d'identité. Quand même, pour certains qui ont ouvert leur compte Facebook sans pour autant avoir mis des informations personnelles, ça porte préjudice. Absolument. Alors, quels sont les moyens de contourner cela? Est-ce qu'il y a des moyens de le contourner? Alors, peut-être qu'il faudra analyser ça avec un peu de recul. Peut-être que Facebook ne sera pas 100% payant. Par exemple, il n'y aura pas une barrière à l'entrée qui dira pour accéder à cette plateforme-là, il faudra payer comme c'est le cas. Mais sa pièce d'identité. Voilà, même la si pièce c'est pas payant, justement. En fait, moi je connais énormément de gens qui n'ont pas mis les vraies informations quand ils ouvraient leur page Facebook et qui ne partagent pas des données personnelles, ni photos, ni rien du tout. Alors, sur leur page. Ce basculement est en train d'être opéré par Facebook. Ils ont même commencé cela il y a à peu près 2 ans en demandant aux gens d'utiliser leur vrai nom sur leur propre plateforme. Par exemple, quelqu'un qui met comme nom Citizen Fall, Facebook ne va plus le reconnaître parce que c'est un terme qui ne signifie pas grand-chose. Ce n'est pas un prénom en tout cas. Et donc, il va lui demander soit de mettre le vrai nom ou bien le compte sera suspendu. Donc, ils ont amorcé un peu ce virage pour plus tard, justement, comme vous avez dit, demander aux gens de mettre leur pièce d'identité. Maintenant, le problème en Afrique,
Afrique, c'est qu'il y a le taux d'analphabétisme qui est très élevé. Les gens, ils savent utiliser Facebook, WhatsApp, mais de là à leur demander de prendre en photo leur pièce d'identité, moi, j'ai connu l'expérience d'un proche parent, on lui demandait juste de mettre une photo pour authentifier sa personne. La vraie photo, il est difficile pour cette personne-là de la prendre parce que voilà, et sait pas comment le faire, justement, à plus forte raison de prendre sa pièce d'identité. Les gens vont préférer quitter la plateforme, comme c'est le cas actuellement pour Twitter qui demande d'authentifier certains comptes, que de rester là-bas pour justement donner des informations pour lesquelles on ne sait pas leur finalité, justement. Quelles sont les conséquences possibles pour les populations vivant dans des pays en développement où le taux d'analphabétisme est élevé? Vous avez donné l'exemple de la photo avec un proche parent. Est-ce qu'il existe d'autres formes de conséquences? Alors, les autres formes de conséquences, c'est carrément aggraver la fracture numérique. On a connu une courbe montante et descendante qui remet en tout cas la pente haute. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps pour utiliser les plateformes numériques, il fallait être déjà instruit. Il fallait savoir lire et écrire, ensuite savoir manier un ordinateur. Aujourd'hui, les gens peuvent communiquer en passant par uniquement un téléphone et n'importe qui peut lancer un appel sur WhatsApp, par exemple. Maintenant, si on met une autre barrière en demandant à ces personnes-là de se faire authentifier, cela va créer une autre barrière qui va accentuer cette fracture numérique-là, alors que les pays partout dans le monde luttent contre cette fracture-là. La deuxième chose, c'est que ça va faciliter la désinformation, parce que si l'information est contrôlée par des gens qui ont assez de moyens, qui ont la capacité de manipuler les masses, les gens qui n'en ont pas les moyens et qui ont leur mot à dire, comme c'est le cas actuellement sur Internet, ils ne pourront plus avoir un cadre d'expression et ça peut être dangereux pour eux. Muntaga Cissé, merci à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Simtech Media. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'en disent certains Ouest-Africains sur ce système d'authentification des comptes de certains réseaux sociaux et nous revenons juste après. Je m'appelle Amadouba, je suis journaliste. Oui, cette décision de Meta, je pense qu'elle est à encourager parce que actuellement avec le flot, en tout cas ininterrompu de fake news qui assaille les médias, notamment les médias sociaux, toute décision qui permettrait de lutter contre ce fléau, parce que c'est devenu un fléau les fake news, est vraiment souhaitable et salutaire. Espérons tout simplement que cette mesure permettra au moins d'atténuer ce flux de fake news dont je parlais tantôt. Papa Babacar Ndour, je suis journaliste, reporter d'images. Bon, il faut saluer toute initiative dont l'objectif est de lutter contre la désinformation, les fake news. Mais quand Meta copie le modèle de Twitter avec les comptes certifiés, donc Twitter Blue, et exiger l'utilisation de la carte nationale d'identité, je pense qu'il y a ici un mélange de stratégies qui va davantage alimenter la méfiance. Aussi, ce n'est pas parce qu'un compte est certifié qu'il n'est pas susceptible de diffuser du contenu fake. Par rapport à l'efficacité, je pense que c'est une très bonne décision, puisque vu que certaines personnes ont tendance à créer de faux comptes, des personnalités publiques où ils vont diffuser certaines informations, je pense que c'est un moyen efficace pour lutter contre la diffusion de fausses nouvelles. C'est Salman Al-Farizi Saouf, étudiant en master médias internationaux à Paris 8 et aussi journaliste. Pour moi, la mesure, elle n'est pas du tout très utile, étant donné que les fake news passent autant bien par les réseaux sociaux et aussi par les médias authentifiés. Et Facebook tente tout simplement de diversifier ses revenus. Le fait de demander aux internautes de payer, par exemple, une somme symbolique afin d'avoir une authentification et plus de sécurité pour leur compte. Donc, peut-être pour les influenceurs qui ont des revenus tirés donc des plateformes web, ils peuvent donc le faire. Mais des personnes, par exemple, qui sont dans des contrées où le fait d'avoir une connexion, c'est tout à fait compliqué, elles ne pourront jamais payer afin d'avoir peut-être cette sécurité pour leur compte et de ne pas être exposées à la désinformation. Nous sommes avec M. Muntaga Cissé, consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Simtech Media. Alors tout à l'heure, vous faisiez allusion justement à la désinformation et le fait qu'il existe un risque justement de multiplication de ces désinformations. Mais dans le même temps, que ce soit Twitter, que ce soit les autres réseaux sociaux, ils nous vendent toujours
le fait qu'ils veulent vraiment travailler pour lutter contre les fake news, contre la désinformation, etc. Et même l'authentification des comptes, quand Twitter a mis en place son système d'authentification des comptes, un système payant, on nous a également vendu ce rêve ça va permettre de réduire la désinformation. Alors, est-ce que vous êtes optimiste quant à la réduction de la désinformation sur les réseaux sociaux? Pas du tout, parce que tout simplement, lorsque Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, en avait fait l'annonce, les gens pensaient qu'effectivement, qu'il allait justement donner la parole à ceux qui voudraient la prendre, à donner plus de liberté d'expression, comme il le disait, sur Internet. Aujourd'hui, c'est le contraire que nous constatons, parce que si vous n'avez pas les moyens de payer $8 par mois pour avoir un compte certifié, vous allez perdre ce badge d'authentification-là et bonjour l'usurpation d'identité. Depuis quelques jours, on a vu des célébrités, des journalistes, des médias perdre leur badge, et de l'autre côté, il y a d'autres, en tout cas usurpateurs d'identité, si je peux les appeler comme ça, qui ont créé des comptes avec le même nom pour commencer à publier des informations, et qu'un utilisateur lambda comme moi qui n'a pas assez de recul peut tomber dans ce piège-là. Donc, c'est la désinformation qui va être accentuée. Et donc, il y aura aussi 2 poids 2 mesures. Les gens qui ont les moyens de se faire authentifier, d'avoir un badge qui prône pour la qualité de l'information, les informations vérifiées ou pas, ils auront cette authentification-là. Ça va justement induire même en erreur la vérification de l'information. Quand vous tombez sur un contenu publié par un compte avec un badge bleu authentifié, vous allez dire que c'est authentifié, alors que ce n'est pas le cas. Donc, le repère que les gens avaient il y a quelques années pour se dire, voilà, tous les comptes, toutes les plateformes qui sont authentifiées, si on tombe sur un contenu-là, on saura que c'est un contenu qui vient effectivement de ce compte-là. Par exemple, si une autorité, un président de la République d'un pays fait un tweet, on dit que ça soit vrai ou pas, on dit en tout cas, de toute façon, ce qui est clair, c'est que ce contenu-là vient de cette autorité-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même des ministres ont vu donc leur badge sauter, ils l'ont carrément perdu parce qu'ils n'ont pas accepté de payer. Autre manipulation sur Twitter, par exemple, des gens qui ont dit carrément qu'ils ne veulent pas payer et que malgré eux, ils ont vu leur compte authentifié parce que voilà, c'est une technique d'Elon Musk. Je donne l'exemple d'une célébrité, un écrivain Stephen King ou du basketteur américain LeBron James qui ont dit non, nous ne payons pas, mais ils ont vu quand même que Elon Musk a dit je paye pour vous pour que vous ayez justement ce badge authentifié. Quel crédit donner aux réseaux sociaux, parce que on est dans un monde quand même où l'argent est important. Tout à l'heure, vous le disiez, dans la stratégie d'Elon Musk, c'est de faire aussi rentabiliser son investissement. Alors, l'argent compte, et puis les données personnelles aussi comptent beaucoup, parce qu'on le sait, les données personnelles sont utilisées pour des visées commerciales, mais c'est utilisé également maintenant pour des visées aussi électorales. On l'a vu dernièrement avec notamment les story killers, etc. Alors, quel crédit donner à ces réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit comme dérive? Je pense qu'il est important aujourd'hui que les lois, que le droit aille plus rapidement, parce qu'on disait souvent que la technologie va plus vite que le droit. À chaque fois qu'on légifère sur un sujet, il y a un décalage de quelques années, de 2 ans généralement. Et donc, il est important aujourd'hui que le droit aille au même rythme que la technologie. Ce qu'on constate, c'est que à l'heure où on parle de manipulation, surtout dans le cadre électoral, au Sénégal, où nous nous approchons de prochaines élections présidentielles, vous avez évoqué les story killers tout à l'heure, pour dire tout simplement que la manipulation, elle va toujours exister. Le fait de recueillir des informations sur les utilisateurs et leur balancer des informations du contenu qu'ils ont envie de voir ou bien de changer un peu leur perception des choses, cela va continuer. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de sensibiliser justement les utilisateurs pour qu'ils aient plus de recul, faire ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information, pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les adultes qui n'ont pas ce recul-là pour justement distinguer une information d'une communication, d'une manipulation, etc. Et il y a un vrai travail à faire, que ce soit nous, les utilisateurs de ces plateformes-là, mais aussi des médias et aussi des organisations politiques même, pour justement aider les personnes qui ont envie d'être avec eux, de pouvoir justement distinguer l'information de la fausse information, justement. Alors, vous êtes formateur en médias numériques. Donc, au-delà vraiment de l'éducation aux médias,
et aux médias numériques notamment, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Parce que vous l'avez dit en début d'émission, au Sénégal, on sait qu'il y a un taux d'analphabétisme qui est élevé aussi. Donc, ce n'est pas pour rien que TikTok marche beaucoup, parce que ce sont des vidéos, en général en langue locale, voilà, accessibles, etc. Donc, comment, justement, arriver à cette sensibilisation, à cette éducation aux médias numériques et aux médias en général, dans un pays qui est confronté à un problème d'instruction, dans un pays qui est confronté à un problème d'analphabétisme? Alors, pour moi, il ne faudra pas aller vers la censure comme certains gouvernements le prônent depuis quelque temps. Pour le cas du Sénégal, nous avons un projet de loi sur la régulation des réseaux sociaux. Heureusement, cela fait plusieurs années qu'on en parle et qu'on n'a pas encore mis ça en place. Par contre, j'aimerais que l'on peut-être mette en place des organismes qui vont travailler sur le contenu a posteriori, parce qu'il y a certaines informations, on ne peut pas les bloquer à l'avance. Mais dès l'instant qu'on constate que ce sont des informations manipulatrices, ce sont de fausses informations, qu'il y ait des mécanismes pour les signaler, par exemple à la plateforme, si c'est sur Facebook par exemple, qu'il y ait des gens suffisamment de confiance qui ont la possibilité de signaler certains contenus très rapidement, juste après leur publication sur les plateformes, qu'ils puissent diminuer un peu leur visibilité, et puis qu'il y ait un patch à côté, ou bien en tout cas une notification qui dit à chaque fois que les gens cliquent dessus, qu'ils comprennent que c'est une fausse information, mais pas que ça soit que de l'écrit seulement, parce qu'encore une fois, il y a certaines personnes qui ne vont pas lire, mais qu'il y ait un système, que ça soit peut-être sonore, si c'est sur des statuts WhatsApp, entre deux statuts WhatsApp, qu'il y ait un statut au milieu qui leur dit attention, l'information que vous allez voir ou bien que vous venez de voir est fausse ou bien en tout cas a été signalée par un très grand nombre de personnes. Faites très attention. Je pense que ce sont des fonctionnalités-là qui pourraient être mises en place pour que les gens qui ne sachent pas lire, qui sont entre guillemets des analphabètes, mais qui utilisent quand même les outils numériques, puissent être informés et aussi sensibilisés des dangers qu'il y a certaines informations, et que par exemple, dès que l'info est signalée, qu'on ne puisse plus être en mesure de la partager. Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces recommandations. Merci à vous, Monsieur Muntaga Cissé. Je rappelle que vous êtes consultant, formateur en médias numériques et directeur associé de Simtech Média. Merci énormément. Merci à vous. C'est la fin de votre podcast mensuel Le Faux dans l'info, réalisé par Maria Mathiam et produit par Africa Check. Merci à Marie-Justine Diogo et au CESTI. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour rester éveillé et puis surtout pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt.